Quelle musique crépusculaire. Bonjour Laurent Wauquiez. Donc Bonjour. tout le monde le sait, vous êtes président du Parti Les Républicains, vous êtes ancien ministre, notamment des Affaires européennes, vous êtes ancien maire du Puy, vous êtes président de la région Alpes. Oh là là, alors, là, ça commence très mal. Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, voilà. Avant de parler de l'Europe, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, quand même une réaction sur ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Vous les avez soutenus. On a même vu une photo de vous avec un gilet jaune. Et on a tous eu une empathie pour ce qui se passait et les difficultés que rencontraient nos concitoyens. Maintenant, on est à un tournant difficile. Il y a beaucoup d'angoisse, de peur que le système dérape. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité pour un parti de gouvernement, c'est pas votre responsabilité de participer à calmer le jeu, de faire un geste d'apaisement, puisque la situation, quelles que soient les rancœurs, quelles que soient les critiques. D'abord, la première chose, il faut bien comprendre ce qu'est ce mouvement. Je l'ai soutenu parce qu'il correspond à une de mes préoccupations très anciennes que je porte depuis maintenant plus de 10 ans, qui est la fracturation des classes moyennes à l'intérieur de notre pays. Ce mouvement, c'est d'abord le mouvement de la France qui travaille et qui ne s'en sort plus face au poids des taxes et des impôts. C'est en réalité, quand vous le regardez avec un peu de distance, un mouvement qui est assez sain sur ce qui révèle du pays. Les grandes grèves du milieu des années 90, c'était pour défendre les régimes spéciaux. Les grèves des années 2017, 2018, ce sont des grèves de gens qui travaillent et qui disent stop, on n'en peut plus. Et dans laquelle les décisions fiscales qui ont été prises font quand même que notre pays a à la fois le record des prélèvements obligatoires de tout l'OCDE et le record historique dans l'histoire de la France des prélèvements obligatoires. Il y a un moment où ça se paye. Aucune économie sur la dépense publique en 2 ans, un creusement du déficit public, et le résultat, c'est qu'on va chercher dans les caisses de l'État. En revanche, ma seule préoccupation aujourd'hui, c'est la sortie de la crise. Tous les responsables politiques doivent se situer à ce niveau. On a un pays qui danse au-dessus du volcan. Marc Bloch, et le soulignait très bien, on ne voit pas toujours passer l'histoire quand elle passe sous les yeux. Là, on est à un moment où la République peut basculer dans le chaos. Et on doit tous avoir le sens de l'intérêt général. Mardi, en lien avec mon compagnon, Christian Jacob, on a adopté une déclaration dans laquelle le Parti des Républicains appelait au calme et à éviter la guerre civile. Ce matin, alors même que le comportement du gouvernement et du président de la République est très compliqué à comprendre et à accompagner, parce que les gestes qu'ils ont faits, ça fait 3 semaines qu'il fallait les faire. L'écoute, ça fait 3 semaines qu'il fallait la faire. Mais on n'en est plus là. J'ai très clairement dit que c'était un signal d'apaisement, que ce signal d'apaisement devait être écouté et que notre famille politique était prête à apporter sa contribution sur la sortie de crise pour faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble sur des solutions qui soient des solutions opérationnelles. Et donc je n'ai aucun problème à le dire. Je refuse d'accompagner ceux qui seront les bouts de feu. Ce mouvement doit être compris, il doit être respecté, il dit quelque chose de profond sur la France, mais on ne peut pas accompagner le pays dans la bascule, dans la violence et le chaos. Alors justement, pour revenir à notre thème, l'Europe, je voudrais le lier d'une certaine façon avec ce que vous venez de dire. Depuis que vous présidez les Républicains, vous avez insisté beaucoup sur 3 thèmes qui en réalité forment un thème et qui tournent autour de l'Europe. Vous avez insisté donc sur une dénonciation très forte de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. Vous avez insisté sur une dénonciation plus virulente encore de l'immigration. Et vous avez lancé une mise en garde permanente contre la destruction de ce que vous appelez notre identité nationale. Quand on écoute bien ce que les Gilets jaunes disent depuis 3 semaines, ils ne parlent ni d'Europe, ni d'immigration, ni d'identité nationale. Comment vous expliquez ce hiatus ? Monsieur Safran, faites attention à bien les entendre. Parce que je crains que si vous ne faites pas attention aux signaux faibles, comme parfois quand il y a 10 ans je tirais les sonnettes d'alarme sur le risque d'appauvrissement des classes moyennes et que je n'étais pas toujours entendu, vous risquez d'avoir les mêmes déconvenus. Il y a évidemment une composante
derrière le mouvement des Gilets jaunes, qui est une interrogation sur comment est-ce que notre système social et économique peut réenrichir les classes moyennes. Comment est-ce que l'Europe arrive ou non à gérer le défi migratoire? Comment est-ce que l'Europe peut ou non nous apporter un surcroît de puissance et de protection, ce qui était le contrat initial des pères fondateurs? Regardez, et je le fais avec un brin de taquinerie, le titre que vous avez mis. Problème ou solution? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le débat européen, soit on est pour, soit on est contre. Ça veut dire que soit on est pour l'Europe et il faut signer tout ce que fait la Commission, soit on est contre. Soit on trouve que Bruxelles est la solution définitive, soit on trouve que c'est un problème. Je ne partage aucun des deux items. Si, vous le partagez quand même. Non, moi, j'ai une déclaration de vous ici en 2016 qui dit qu'il faut supprimer la Commission. Oui. Donc voilà, donc vous êtes sur une ligne très claire malgré tout. Monsieur Safran, je voudrais aller jusqu'au bout du raisonnement et expliquer ce que je veux dire par là. On a enfermé le débat européen dans une posture qui est mortifère. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Regardez où nous emmène aujourd'hui le discours du président de la République, consistant à dire soit vous êtes populiste, soit vous êtes progressiste. Et à pousser au fond tous ceux qui croient dans l'Europe, mais qui disent juste on ne croit plus dans ce que l'Europe est devenue et on voudrait qu'elle revienne sur un sentier qui nous corresponde. Est-ce que vous voulez transformer tous ces gens-là en anti-européens? Moi, mon discours est très simple. Je crois dans l'ambition européenne. Vous auriez pu le rappeler. Je suis convaincu que face aux défis actuels, on a besoin de l'Europe et qu'on ne peut pas s'en sortir sans une réflexion européenne. Et je suis tout aussi convaincu que l'Europe est aujourd'hui dans une impasse, que petit à petit, ce qu'elle est devenue fait qu'elle n'arrive plus à produire des résultats et qu'il faut donc changer la direction. Pas renoncer à l'ambition européenne, changer la direction. La Commission est un exemple intéressant, puisque vous en parlez. Voilà une institution. Quand même, on est la patrie de Montesquieu. Chez nous, la séparation des pouvoirs a un sens. Est-ce qu'on a le droit encore de s'interroger sur le fait, est-il normal qu'il y ait une institution, au début ça pouvait être compréhensible, aujourd'hui ça l'est moins, qui cumule à la fois des pouvoirs législatifs, exécutifs et même judiciaires? Est-ce sain? Est-ce que ça permet une bonne organisation? Je vais même aller jusqu'au bout de mon interrogation. Est-ce que la structure de la Commission européenne et des commissaires européens est bonne? Est-il juste que 3 pays, qui sont les pays des États baltes, et 3 commissaires, alors qu'ils doivent représenter peut-être même pas 10 millions d'habitants, et que la France et l'Allemagne cumulées représentent à eux seuls 2 États membres, alors que nous devons faire combien? 130, 140 millions d'habitants? A-t-on le droit de s'interroger sur le bon fonctionnement des institutions sans qu'on soit immédiatement caricaturé en anti-européen? Vous voulez sauver l'Europe. Ayez la lucidité de dire on veut garder l'ambition, mais il y a beaucoup de choses à corriger. Et quand le président de la République explique que la France pourrait renoncer à son poste de commissaire européen, c'est une profonde erreur. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. On a une Union européenne qui, à force de s'élargir, à force de disséminer le pouvoir de décision, à force de faire en sorte qu'y compris des petits pays arrivent à avoir un levier sur l'orientation européenne immense, c'est perdu. Dernier exemple, et je passe ensuite la parole à Madame Ottenheimer, les GAFA. J'allais vous poser une question sur les GAFA. C'est un exemple si parlant. D'abord du besoin d'Europe. Comment voulez-vous répondre aux GAFA si on ne se situe pas au niveau européen? Ensuite, c'est un exemple malheureusement cruel de l'absence de vision stratégique de l'Europe. La Chine a une vision stratégique sur les questions du numérique, en disant on protège notre marché intérieur, on fait grandir nos propres géants. Nous, non. Nous avons offert nos données gratuitement aux géants du net américains, c'est-à-dire ce que sont les mines d'or, l'équivalent des mines d'or de la Silésie du XVIIIe siècle, c'est aujourd'hui les bases de données, nos bases de données personnelles. On les a offertes gratuitement en permettant aux grands GAFA américains de prospérer sur ce terreau. Et nous n'avons fait naître aucun géant européen. Mais quelle erreur! Et aujourd'hui, Monsieur le maire, que vous accueillerez ensuite, annonce que finalement, pas réussi à faire une taxe européenne et donc on va faire une taxe nationale. Quel échec! Mais quel terrible échec! Et ça doit nous amener à réfléchir. Il y a besoin d'une Europe qui, sur le plan économique, soit un surcroît de puissance. Il y a besoin d'une Europe qui, sur le plan de la défense des frontières et de l'immigration, permette un surcroît de protection. Et il y a besoin d'une Europe qui réapporte la démonstration qu'elle est capable d'amener des résultats concrets. C'est ces 3 métamorphoses qu'il faut faire. Une Europe qui assume l'idée de la protection, une Europe qui assume le rapport de puissance et de la stratégie industrielle, et une Europe qui assume de dire on ne peut pas continuer à s'élargir, il faut qu'on retrouve le sens du concret qui était le sens initial des pères fondateurs.
Laurent Wauquiez, justement sur cette nécessité de puissance de l'Europe sur les GAFA. Vous critiquez Bruno Le Maire parce qu'ils vont faire une taxation nationale. Il y a 10 pays qui vont le faire. C'est très difficile d'obtenir l'unanimité à Bruxelles, mais au moins on avance d'un pas. Et c'est vrai que c'est insupportable pour les citoyens de voir une CSG augmenter et qu'on ne taxe pas plus les GAFA. Et c'est peut-être aussi avec du volontarisme au niveau national qu'on peut arriver à faire pression au niveau européen. Donc je veux dire peut-être que c'est des mesures qui auraient déjà pu être prises il y a très longtemps. On ne peut pas laisser faire au niveau national en disant bon, c'est à l'Europe. Et vous-même, vous avez dit dans une interview aux Échos au début de l'année, les problèmes de la France ne sont pas liés à l'Europe. L'Europe n'est pas exempte de toute critique, mais le manque de compétitivité, le poids de la fiscalité, la dépense publique, c'est des problèmes que nous devons régler. La moyenne des déficits en Europe, c'est 0,7%. Chez nous, c'est 3 et peut-être plus. Et pas seulement sous Emmanuel Macron. C'était la même chose sous Sarkozy, la même chose sous Hollande, la même chose sous Chirac. Donc voilà, l'Europe n'est pas non plus le bouc émissaire de tous nos problèmes. Si je peux me permettre, votre intervention est un peu paradoxale. Parce que vous commencez en nous disant sur les GAFA, l'Europe ne marche pas, donc il faut revenir au niveau national. Et ensuite, non, je dis qu'elle avance lentement. Oui, mais compliqué. C'est du multilatéral. Je voudrais là-dessus qu'on se comprenne bien. Il y a des problèmes européens qu'il faut gérer au niveau européen. Et il ne faut pas faire semblant qu'ils n'existent pas. Parce que l'Europe aujourd'hui ne marche plus, et donc il y a des choses qu'on doit corriger si on veut la sauver. Ça, c'est la première chose. Et le discours que j'ai un peu trop entendu au cours des 2 dernières années, consistant à dire juste on poursuit la même trajectoire, toujours plus de fédéralisme, toujours plus d'organisation administrative, toujours plus de taxes européennes. Le discours de la Sorbonne est à mon avis pas le bon. Mais il y a derrière des problèmes à l'échelle de la France. Et je n'ai jamais fait partie de ceux qui considèrent qu'on se dédouane des problèmes français en disant c'est la faute de l'Europe. L'augmentation des déficits publics qui aura lieu l'année prochaine, c'est la première fois depuis 10 ans que les déficits publics en France vont à nouveau se creuser. Ça n'est jamais arrivé. Depuis 10 ans, les déficits publics, petit à petit, s'étaient réduits. Pour la première fois l'année prochaine, ils vont se creuser. Le fait que, et attention, tout n'est pas comparable, qu'alors que nous venons de vivre les 2 plus belles années de croissance, il n'y a eu aucune réduction de la dépense publique. Aucune. C'est une folie. Et cette folie est une folie nationale, ça n'est pas une folie européenne. Je suis président de ma région. Ma région a baissé de 15% les dépenses de fonctionnement. 15%. La note de l'agence financière que nous avons, de Standard & Poor's, est aujourd'hui meilleure sur ses sous-jacents que celle de l'État français. Il est possible de baisser la dépense publique, et ce n'est pas l'Europe qui nous en empêche. Et donc, ce que je veux juste, c'est qu'on fasse attention à s'extirper parfois du galimatia dans lequel on est. La France a des problèmes à gérer. Il faut qu'elle nettoie les écuries. Si on est aujourd'hui dans cette crise des gilets jaunes, qui est une crise des impôts et des taxes, c'est parce qu'il n'y a pas d'économie sur la dépense publique. Et si vous voulez la résoudre, il faut économiser sur la dépense publique pour pouvoir redonner de l'oxygène aux Français. Et derrière, nous avons une question européenne que vous avez vous-même soulignée. Il n'est pas normal que sur un sujet comme les GAFA, l'Europe n'arrive pas à agir. Je voudrais revenir sur la question européenne, puisque vous êtes le chef de l'opposition républicaine de droite, vous êtes potentiellement un candidat à l'élection présidentielle, vous êtes potentiellement l'un des prochains présidents possibles, et vous défendez une ligne idéologique très forte sur l'Europe qui ne fait pas l'unanimité dans votre famille politique. Je voudrais revenir je voudrais lire une déclaration que vous avez faite, un texte que vous avez écrit, donc que vous avez réfléchi, que vous avez pensé, où vous dites que l'Europe est le laboratoire d'une mondialisation déracinée et apatride, sans identité et sans frontières, à laquelle s'oppose une Europe fière de ses racines gréco-romaines et judéo-chrétiennes. Est-ce que vous pouvez aller plus loin sur ce thème, et est-ce que c'est aujourd'hui la position de la droite républicaine sur la question européenne? Vous le voyez très bien. C'est un texte fort, hein, ce que je viens de lire, c'est extrêmement fort. Bien et sûr. c'est extrêmement clivant. Et vous savez, juste une petite chose là-dessus. Si vous voulez tout faire en même temps, vous finissez dans le chaos. Soyez bien vigilants aux politiques qui cherchent à tout dire en même temps et qui ne sont jamais clairs sur leurs idées et leurs visions. Mais là, vous êtes clair, là, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que j'assume. Mais est-ce que la droite pense ça, la droite républicaine? Je vais vous répondre si vous me le permettez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que exprimer ses idées, ça n'est pas forcément être clivant. Avoir le courage de dire clairement ce qu'on pense, ça n'est pas forcément le naufrage de la démocratie. Je pense même que c'est l'inverse.
Je pense que la crise dans laquelle on est, c'est une crise dans laquelle les politiques n'assument plus d'exprimer une vision. Quelle est ma vision? L'Europe a été fondée par des personnalités qui sont Monnet, Schuman, Adenauer, qui étaient profondément enracinées dans une vision de l'Europe. Quelle était-elle? La première vision qu'ils avaient d'abord de l'Europe, il faut que l'Europe soit cohérente et qu'elle puisse assumer de défendre ses frontières, notamment sous la pression du bloc communiste. Première chose, leur rapport à l'Europe était structuré par l'idée d'abord de défendre le continent sous la pression communiste. La frontière n'était pas un gros mot. Depuis quand est-ce qu'une Europe qui défend ses frontières est devenue un gros mot? Je suppose qu'ici, tous, vous avez en tête Hobbes. Hobbes est un très grand philosophe. Philosophe anglais, et qui montre à quel point la vocation de toute construction politique est d'abord d'assurer la protection et la défense. L'Europe ne peut pas se construire et marcher de l'avant si elle n'apporte pas la démonstration de sa capacité à tenir nos frontières. Je ne sais pas, Monsieur Safran, si vous êtes rendu à Lampedusa. Je ne sais pas si vous êtes allé sur l'île de Lesbos, qui est un exemple intéressant. Aujourd'hui, on ne défend plus nos frontières. On accompagne l'entrée de migrants qui arrivent de façon illégale et irrégulière sur le continent européen et dans lequel l'agence Frontex ne sert pas à protéger nos frontières, mais juste à les faire rentrer. C'est une profonde erreur. Une construction politique qui n'apporte pas la démonstration de sa capacité à protéger et à gérer les frontières est condamnée à la chute. Et attention à la colère qui monte, parce que cette colère finira par nous emporter si nous ne sommes pas capables d'y apporter des réponses, et des réponses républicaines. On a besoin d'une Europe qui nous aide à défendre nos frontières. Il faut un corps qui soit un corps de protection européenne et pas juste une agence qui accompagne les gens qui rentrent. Première chose. Deuxième chose, quand les pères fondateurs construisent l'Europe, et c'est à ça que je fais référence, ils le font en ayant une volonté. Que l'Europe délabrée par le poids de la guerre ne soit pas uniquement reconstruite par des entreprises américaines. Et ils assument le fait de dire qu'il faut reconstruire le substrat économique de l'Europe. Quand vous avez aujourd'hui des commissaires européens qui vous disent qu'ils ne font plus de différence entre une entreprise chinoise et une entreprise européenne, on s'est perdu en chemin. Quand la seule doctrine de la concurrence est substituée à toute idée de stratégie industrielle, on s'est perdu en chemin. Jean-Dominique Sénard, qui est un des hommes et un des patrons d'entreprises européens pour lesquels j'ai le plus d'estime, est le premier à le dire. Et c'est sans doute plus facile quand c'est lui qui le dit que moi. Et il dit « L'Europe ne peut pas continuer à mettre en place des normes qui aboutissent à ne faire aucune différence entre les produits qui sont fabriqués en dehors du continent et ce que nous fabriquons chez nous. » Troisième chose, et qui répondra au dernier élément de votre question. Oui, nous ne sommes pas juste avec l'Europe une construction administrative désincarnée. Oui, quand je regarde parfois les documents qui sont produits par la Commission, je suis triste, parce que la seule chose que j'y vois, c'est des documents qui expliquent le partage des institutions, le partage des compétences. Mais enfin, nous sommes tout autre chose. Le destin européen, oui, c'est le fruit de 3 traditions magnifiques qui font ce qu'est aujourd'hui la culture et l'identité européenne. C'est la tradition judéo-chrétienne d'une part, c'est la tradition chrétienne d'autre part, et c'est la tradition de la pensée des Lumières, enfin. Ces 3 traditions se sont conjuguées pour faire le miracle de ce qu'est l'Europe et sa culture. Avec cette voie singulière dans la mondialisation, qui consiste à croire qu'il y a un chemin pour l'équilibre et qui n'est ni l'hubris américaine, ni l'hubris chinoise. C'est notre destin particulier. Mais à quel moment l'assumons-nous? Prenez juste une chose. Vous savez tous à quel point les billets et les pièces de monnaie sont, depuis l'Antiquité romaine, la première traduction de la vision politique. Si vous prenez un billet d'euro, c'est si intéressant. Il n'y a pas d'auteur. Il n'y a pas de figure historique. Il n'y a pas de peintre. Il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'espace géographique. On est sur quelque chose qui est un peu dessiné avec un sfumato très large. Il n'y a même pas de construction architecturale, ce sont juste des constructions virtuelles. Oui, je ne crois pas à cela. Je crois que si l'Europe veut s'asseoir sur quelque chose, il faut qu'elle repose d'abord sur sa culture, son identité, son âme. Est-ce que c'est un gros mot de dire cela? Est-ce que c'est clivant de dire cela? Mais où sommes-nous donc tombés pour que ce soit si difficile de donner de telles évidences? Vous ne construisez pas un destin commun sur le vide. Oui, je le maintiens, l'Europe a besoin de s'appuyer sur ses racines, et s'appuyer sur ses racines permet au contraire d'avoir le goût du large, de l'avenir et de l'ambition. Laurent Wauquiez, 2 petites questions. Pourquoi, face à ce discours, il y a autant de réticence parmi de nombreux alliés ou compagnons de votre mouvement? Pourquoi il y a une telle crainte de vos propos? Et deuxièmement, est-ce que ce n'est pas une illusion, cette espèce de souverainisme que vous
posé au niveau européen, avec finalement une identité, des frontières, une défense, des intérêts, vous parlez de préférences communautaires. Ça nous engage très loin et on sait à quel point c'est difficile de faire changer les institutions et leur fonctionnement. On voit bien avec le Brexit, dès qu'on veut bouger un des bouts de la construction, on peut la détruire aussi. Donc vous provoquez aussi une anxiété, même dans votre propre camp. Donc voilà, comment vous répondez à ça? Pour compléter la question de Guylaine, parce que ça la complète parfaitement, vous êtes normalien, ce que n'a pas réussi le président de la République. Et vous connaissez parfaitement... Ce n'est pas une garantie. Hein. Ce n'est pas une garantie, je suis d'accord avec vous. Vous connaissez parfaitement le poids et le choix des mots. Donc quand vous écrivez, je suis persuadé que c'est vous qui avez écrit ce texte qui a été signé par plusieurs responsables LR, quand vous parlez de la mondialisation déracinée et apatride, vous savez parfaitement que le choix de ces trois mots-là, mondialisation, déracinée et apatride, va provoquer une crise culturelle, y compris dans votre propre parti. Donc pourquoi vous choisissez des mots aussi violents et aussi durs? Je vais essayer de vous répondre d'abord sur le premier sujet et sur le deuxième. Vous pensez sincèrement que c'est moi qui provoque la colère? Non, vous crainte dans votre propre camp. Pardon. Vous pensez sincèrement que ce qui se passe en Italie, vous pensez sincèrement que la montée du fascisme en Allemagne, vous pensez sincèrement que le vote du Brexit, c'est parce que vous avez des paroles qui sont trop claires? Je pense au contraire que si on en est là, c'est parce que vous avez trop de dirigeants politiques qui ont choisi de mettre le couvercle sur la marmite, qui ne veulent plus dire les choses et qui ont laissé aux extrêmes le soin d'apporter des solutions aux problèmes que les gens rencontrent au quotidien. Je pense que si vous voulez y répondre, il faut au contraire des politiques qui, dans le champ républicain, ont le courage de dire oui, je crois dans la compétition économique, je crois dans le libéralisme, mais je ne crois pas dans l'ultra-spéculation financière. Oui, je considère que ça n'est pas un gros mot quand on s'occupe de l'Europe de dire qu'on est là pour faire grandir nos entreprises. Attendez, juste un mot, l'ultra-spéculation financière, comment c'est compliqué. C'est une remise en cause d'une forme de capitalisme qui s'est développée. Vous me permettez, parce que je pense, et c'est l'intérêt aussi de cet échange, c'est bien qu'on prenne un peu le temps de développer. Je reviendrai à votre question. Vous savez, c'est une idée que je partage avec Alain Mérieux, grand chef d'entreprise français, qui lui-même met en garde, et l'a fait plusieurs fois, sur les risques d'une dérive de notre système économique qui n'est plus capable de mesurer l'investissement sur la durée, et qui est emporté par le court terme. C'est lui-même qui le dit. Et c'est toujours plus compliqué ensuite. Un grand chef d'entreprise, un grand capitaine d'industrie. Je pense qu'il a une certaine vision du sujet, et surtout lui qui voit très clairement la Chine. Deuxième point, et c'est un échange que j'avais récemment avec lui. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour de nous? Vous ne voyez pas ce que fait la Chine? Vous ne voyez pas ce que font les États-Unis? Nous serions donc le seul continent au monde à ne pas accepter un discours de puissance économique? Nous serions donc le seul à offrir l'accès à notre marché intérieur sans aucune contrepartie? Un chiffre. Les marchés publics européens sont ouverts à la concurrence étrangère à 90%. Les marchés publics américains, vérifiés, je parle de mémoire, doivent être à moins de 50% ouverts à la concurrence extérieure. Les marchés chinois ne sont juste pas ouverts à la concurrence extérieure. On continue pendant combien de temps? On continue pendant combien de temps dans cette naïveté dans laquelle petit à petit on se laisse déposséder de ce que sont nos fleurons industriels? On a besoin de leur financement aussi, on a besoin de leurs investissements. On peut se faire acheter, ça l'acheter, c'est vrai. On peut être dans une posture de soumission, c'est vrai. Et on peut Il y a une nécessité de financement. Et on peut petit à petit sortir de l'histoire, c'est vrai. Je voudrais répondre à un autre sujet qui est pour moi très important. Si peut-être vous avez la gentillesse de sortir de cet échange avec une lecture. Marc Bloch, L'étrange défaite. Marc Bloch est en prison, il sera bientôt tué, assassiné par le régime nazi. C'est un historien remarquable qui a plutôt travaillé à toute la construction des annales et sur une réflexion sur le temps long. Il est précipité comme tous par l'effondrement de l'armée française. Et il réfléchit seul dans sa cellule, alors qu'il n'a aucune archive sur qu'est-ce qui s'est passé. Comment la France a pu être aussi aveugle? Comment tant d'élites, comment tant de responsables politiques ont pu à ce point-là ne pas voir venir ce qui arrivait? Et il analyse ainsi ce qu'il appelle l'étrange défaite et la trahison des clercs. Méfiez-vous de ceux qui ne voient pas. Méfiez-vous de ceux qui veulent continuer à faire semblant. Méfiez-vous de ceux qui précisément n'ont pas un discours qui est clair. J'ai fait un choix et je l'assume. Je pense qu'on a besoin de réveiller la France. On a besoin de réveiller le débat.
On a besoin d'assumer, d'avoir des débats parfois difficiles, vivifiants. Vous ne partagez pas nécessairement mon opinion, tant mieux. Et qu'on puisse échanger les uns les autres, mais sans se jeter d'anathème, sans tout de suite sortir des grands cartons rouges en disant au secours, vous clivez, c'est trop fort, c'est trop dur, mettez-en un petit peu moins, mettez les sous-titres. Pourquoi vos amis, vos propres amis, on va conclure là-dessus, pourquoi vos propres amis, pas forcément non, c'est pas vrai. Ah si, Ben, sur l'Europe, Pécresse. Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin ne sont pas du tout sur votre ligne. Mais donc c'est un clivage qui existe au sein des Républicains. Oui, pardon, juste pour conclure, juste sur cette vision. Je vais répondre sur ce point. Oui, ça va être votre Alain Juppé n'est plus au Républicain. Non, mais il vient un moment, il faut en prendre acte. Parce qu'il n'a pas payé ses cotisations, d'accord. Non. Vous avez raison. Non, il l'a lui-même verbalisé. Et je n'ai pas de problème avec ça, je le respecte. C'est son choix. Il a fait un choix. Il y a d'autres membres des Républicains qui, sur l'Europe, sont pas sur Monsieur votre ligne. Safran, si juste on peut... Ce qui est tellement difficile dans la démocratie française, s'écouter. Je ne vous interromps pas. Si on peut avoir le temps de l'échange, c'est bien. Et on en a tellement besoin dans cette période de fracture. J'ai fait adopter notre programme lors d'un conseil national à Menton, avant l'été. Il a été adopté à l'unanimité. Valérie Pécresse y était, elle y a apporté son soutien. Christian Jacob y était, il y a apporté son soutien. Bruno Retailleau y était, il y a apporté son soutien. Mais je voudrais juste finir avec une chose. Aujourd'hui, nous dansons au-dessus du volcan. Certains veulent expliquer que le destin de la démocratie, c'est juste soit vous êtes du côté des progressistes macroniens, soit vous êtes avec les populistes d'extrémisme. Je vous le dis, il faut souhaiter de tout cœur que la droite républicaine réussisse. Il faut souhaiter de tout cœur que nous nous reconstruisions. Il faut souhaiter de tout cœur que nous tirions les leçons de nos échecs. Parce que sinon, le pays basculera dans le chaos. Et tous ceux, il est bon qu'on fasse aussi notre diagnostic, qui depuis 1 an et demi ont chanté les sirènes du macronisme et qui aujourd'hui se trouvent fort dépourvus. Nous avons besoin de retrouver une alternative qui soit dans le champ démocratique, avec des élus qui assument leurs responsabilités, qui ont un discours et une vision. Je ne cherche pas à faire l'unanimité, mais je veux juste qu'en m'écoutant, vous puissiez vous dire il y a une certaine vision de ce qu'on veut pour la France, une certaine vision de ce qu'on veut pour l'Europe. Ils ne cherchent pas à se camoufler, on n'est pas d'accord avec tout, mais il y a un cap, il y a une direction qui est claire. On en a besoin. Le pays est en train de s'épuiser dans les ambiguïtés. Il faut à tout prix recréer une alternative et ne pas laisser la France dans ce pôle mortifère avec d'un côté Mélenchon et Le Pen. Il faut souhaiter que nous réussissions. Merci à vous. Merci Laurent Wauquiez pour ces propos cash, comme disent certains. Et on vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Bon courage.